Bienvenue dans notre analyse. Alors, si on ferme les yeux et qu'on pense à la bourse, on a tous un peu cette image d'Épinal, non? Ah oui, l'arène de traders survoltés qui hurlent dans des téléphones. Exactement. Sauf que les documents qu'on a là, sous les yeux, nous racontent une histoire radicalement différente. Aujourd'hui, les vrais maîtres des marchés, ils sont silencieux. Complètement silencieux. Ce sont des programmes, des algorithmes qui brassent des milliards en une fraction de seconde. Et c'est ça qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. Oui, parce que c'est une transformation totale. On n'est plus du tout dans une simple évolution technologique, vous voyez, comme le passage du papier à l'écran. Non, c'est plus profond que ça. Beaucoup plus. On a affaire à une redéfinition de ce qu'est un marché financier, sa structure, sa vitesse, sa logique même. Les sources montrent bien que l'automatisation a apporté de l'efficacité, oui, mais aussi des failles. Des risques d'une nature complètement nouvelle. Exactement. C'est donc l'objectif de notre discussion, comprendre cette domination. Qui tire les ficelles, comment ça marche vraiment, et surtout, qu'est-ce qui se passe quand la machine s'emballe? On va voir ça. Alors, mettons les pieds dans le plat. Un algo de trading, concrètement, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que c'est un de ces mots que tout le monde utilise Sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière. C'est vrai, mais en fait, le concept de base est assez simple. Ah oui, Oui, un algorithme, c'est juste un programme informatique qui va exécuter une stratégie de marché sans qu'un humain n'intervienne. On lui donne des règles très précises. du genre... Du type, si le prix de l'action X franchit tel niveau et que le volume augmente de 20%, alors tu achètes 10 000 actions. C'est aussi simple que ça. Le programme surveille et dès que les conditions sont là, hop, il passe l'ordre, instantanément. D'accord. Donc, le premier avantage, si je comprends bien, c'est de retirer l'humain de l'équation. Et avec lui, toutes nos émotions, C'est ça. fini la panique qui fait vendre au pire moment, ou l'euphorie qui pousse à acheter au sommet. La machine, elle n'a pas d'état d'âme. C'est un des bénéfices majeurs, oui. On élimine les biais comportementaux. Mais il y a un autre avantage qui est encore plus fondamental. C'est la capacité d'analyse. La quantité de données qu'elle peut traiter. Volume, les flux d'ordre, c'est une tâche impossible pour un cerveau humain. Et ça a eu des effets concrets sur les marchés. Très concret, ça se traduit par deux choses principales. D'abord, une bien meilleure liquidité. C'est-à-dire? Comme les algos placent des ordres en permanence, c'est plus facile de trouver un acheteur ou un vendeur à tout moment. Et ensuite, ça a réduit ce qu'on appelle les spreads. L'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. C'est ça. Et pour l'investisseur, un spread plus faible, ça veut juste dire un coût de transaction plus bas. C'est là que j'ai lu un chiffre dans les sources et j'ai dû m'arrêter une seconde. Plus de 70% Oui, des opérations sur les marchés actions américains passent par ces systèmes. C'est fou. Ça veut dire que l'image du trader humain est une relique du passé, en fait. sur certaines places, oui, c'est devenu une minorité. Mais attention, Il y a un mais. il y a toujours un mais. Automatisation ne rime pas avec infaillibilité. Un algorithme, il reste aussi bête que les règles qu'on lui a données. Un bug, une mauvaise donnée et, Et les conséquences peuvent être dévastatrices. précisément à cause de cette vitesse. Parlons-en de l'ampleur. Les chiffres donnent vraiment le vertige. On n'est pas sur une simple tendance. Sur les grandes bourses, NYSE, Nasdaq, Euronext, c'est entre 60 et 80% du volume total qui est généré par des algos. Pour les États-Unis, le chiffre qu'on retient souvent, c'est autour de 75%, trois quarts. 3 quarts. Il faut vraiment prendre la mesure de ça. Trois quarts des ordres qui déterminent le prix des plus grandes entreprises du monde sont décidés par des machines. Et en Europe, on est juste derrière, 50-60%. Ce qui est dingue, c'est la rapidité. En 2012, il y a à peine plus de 10 ans, c'était moins de la moitié. Comment on explique une adoption aussi fulgurante? C'est un effet boule de neige. C'est assez classique en fait. D'accord. Plus vous avez d'acteurs automatisés, plus la vitesse devient l'avantage numéro 1. Pour rivaliser avec une machine qui réagit en millisecondes, Il faut une autre machine. et une plus rapide, ça a lancé une course à l'armement technologique. Et les deux moteurs de ça a été la chute des coûts de l'informatique et l'accès massif aux données de marché, le carburant des systèmes. Fascinant. Et au sein de cette grande famille, il y a une catégorie qui pousse cette logique à son paroxysme. La source utilise une analogie que j'adore, c'est l'Usain Bolt de la bourse, Le trading haute fréquence. le HFT. Voilà. Là, on est dans la quintessence de la vitesse. On ne raisonne plus en millisecondes, mais en microsecondes. Un millionième de seconde. 1 millionième. L'objectif n'est pas de parier sur la hausse d'une entreprise à long terme, pas du tout. Le but, c'est de faire des profits minuscules, quelques centimes. En exploitant des écarts de prix qui durent une fraction de seconde. Exactement, des profits infimes,
mais répétées des millions, parfois des milliards de fois par jour, Et l'addition de ces miettes, finit par faire des montagnes. le chiffre est sidérant. Le HFT, à lui seul, représente entre 50 et 55% de tous les volumes d'échange d'actions aux États-Unis. La moitié du marché. La moitié du marché est dominée par ces sprinters. C'est fou. C'est un acteur à double visage. En temps normal, le HFT, c'est un formidable fournisseur de liquidités. Il place des ordres en permanence, il garantit qu'il y a toujours une contrepartie. C'est le côté pile. Et le côté face, j'imagine, c'est que ces acteurs peuvent disparaître aussi vite qu'ils sont apparus. C'est exactement le danger. En période de stress, de panique, ces algos sont programmés pour se protéger. Leur premier réflexe, c'est d'annuler tous leurs ordres. Pour ne pas perdre d'argent. Voilà. Et quand vos plus gros fournisseurs de liquidités s'évaporent tous en même temps, Le marché s'assèche. brutalement. Et c'est là qu'on a un flash crash. Les prix s'effondrent sans aucune raison fondamentale. L'exemple qui vient à l'esprit, que la source détaille bien, c'est le 6 mai 2010. Le Dow Jones qui perd presque 9% en quelques minutes. Et avant de rebondir, Une panique éclair, complètement irrationnelle. cet événement a été un vrai traumatisme. Les enquêtes ont montré que le HFT n'était pas la cause originelle, non, mais il a agi comme un accélérateur démentiel. En retirant leurs ordres, les algos ont créé un trou d'air, un vide. Et les prix ont plongé dedans. C'est le compromis de la finance moderne. Un marché plus efficace 99% du temps, mais avec un risque de défaillance systémique ultra rapide 1% du temps. Alors, si la vitesse et la technologie sont les clés, j'imagine que ce n'est pas un jeu ouvert à tout le monde. Ça doit mener à une concentration extrême du pouvoir. On sait qui sont ces géants. C'est un point absolument crucial, et c'est un écosystème très, très opaque. Il est dominé par une poignée de firmes ultra spécialisées, méconnues du grand public. Les sources en citent quelques-unes. La première, c'est Citadel Securities. Le chiffre est ahurissant. Cette seule entreprise contrôle plus de 20% du volume boursier américain. Un cinquième, Un cinquième de toutes les actions échangées aux États-Unis passe par leur serveur. On a aussi Virtu Financial, plus de 10%. pour mettre ça en perspective, ça veut dire qu'une seule société privée, qui n'est même pas une banque, a plus d'influence sur les prix au quotidien que la plupart des géants de Wall Street, C'est un transfert de pouvoir colossal. qui s'est opéré loin des regards. On peut aussi citer des boîtes comme Jump Trading ou DRW, des pionniers redoutables d'ailleurs. Au final, une petite dizaine d'entreprises réalisent près de la moitié des échanges de HFT aux États-Unis. Ce sont elles qui font la pluie et le beau temps sur la liquidité mondiale. Et cette concentration, alliée à la complexité, crée un risque opérationnel immense. Le meilleur exemple, ou plutôt le pire, c'est l'histoire de Knight Capital. On est en août 2012. Knight Capital est un pilier du marché à l'époque. Que s'est-il passé? C'est une histoire qui ressemble à un film catastrophe financier. Un matin, leurs équipes déploient une mise à jour d'un de leurs algorithmes. Sauf que, Il y a un bug. il y a un bug. Un seul. Et l'algorithme se met à passer des ordres d'achat et de vente de manière complètement folle, incontrôlée. Mais attendez, comment c'est possible? C'est une industrie de pointe. Une simple mise à jour? C'est toute la problématique de la vitesse. Avant que les ingénieurs ne comprennent ce qui est en train de se passer, il est déjà trop tard. En moins de 45 minutes, 45 minutes? l'algorithme a fait perdre 440 millions de dollars à l'entreprise. En moins d'une heure, Knight Capital, un géant, était en faillite technique. C'est terrifiant. 45 minutes, c'est à peine le temps d'une réunion. Ils n'ont pas pu juste appuyer sur stop? C'est ce qu'on appelle l'effet boîte noire. Quand ça déraille, ça va tellement vite qu'une intervention humaine est souvent impossible ou elle arrive bien trop tard. L'incident de Knight a été un électrochoc. J'imagine. Pour toute l'industrie et les régulateurs. Surtout pour les régulateurs. Ils ont compris qu'il fallait des garde-fous. Et quelles mesures ont été prises du coup? En Europe, la réponse a été la directive MiFID II. Elle impose des règles très strictes. Obligation de tester les algorithmes, un reporting détaillé et surtout, Un bouton d'arrêt d'urgence. exactement, l'obligation pour chaque firme d'avoir un kill switch, un coupe-circuit pour arrêter un algo en urgence. Des mesures similaires ont été prises aux États-Unis. Le but n'est pas d'interdire, mais de s'assurer qu'on peut reprendre le contrôle. D'accord. Donc, on a des machines qui suivent des règles, à une vitesse folle. La prochaine étape logique, c'est de leur apprendre à créer leurs propres règles, non? C'est là que l'IA entre en scène, j'imagine. C'est tout le changement de paradigme. On passe des algos classiques au machine learning. Et la différence est fondamentale. Un algo classique est programmé pour réagir à des scénarios prédéfinis. Par un humain.
Oui, un modèle de machine learning, lui, il est capable d'apprendre par lui-même, à partir de quantités de données absolument immenses. Et ça change quoi concrètement dans sa manière d'opérer? Ça change tout. Il ne va plus se contenter de regarder le prix et le volume. Il va analyser en temps réel le sentiment qui se dégage des articles de presse, les tendances sur les réseaux sociaux. Les images satellites des parkings de supermarchés? C'est ça. Il va chercher des corrélations complexes, invisibles pour un humain, pour anticiper les mouvements de marché avant même qu'ils ne se produisent. On passe donc d'une machine qui exécute à une machine qui prend des initiatives. Basé sur son propre apprentissage. C'est un saut conceptuel énorme. Et la technologie se démocratise. Ce qui était réservé à une élite devient plus accessible. Même pour des PME ou des particuliers. Pour des gérants d'actifs traditionnels, des PME et même, oui, des particuliers avertis. La croissance future du secteur sera tirée par l'IA et par l'expansion vers de nouveaux marchés. Donc la conclusion, c'est que cette transformation est totale. Et irréversible. La bourse d'hier est morte et enterrée. Complètement. Le débat n'est plus de savoir si on doit utiliser les algorithmes, mais comment on cohabite avec une armée de systèmes de plus en plus autonomes. Si on résume les points saillants, on a d'abord cette domination écrasante, les 3/4 du marché américain. Au cœur de ça, le HFT, ces sprinters qui sont plus de la moitié des volumes. On doit aussi retenir le risque opérationnel, incarné par le désastre de Knight Capital. Un bug, quelques minutes, des conséquences systémiques. Et enfin, cette concentration du pouvoir. Quelques firmes comme Citadel et Virtu qui sont devenues les vrais teneurs de marché du XXIe siècle, C'est le portrait d'un monde largement invisible. mais dont les décisions affectent notre épargne, nos retraites, l'économie réelle. Et ça soulève une dernière question, peut-être pour prolonger la réflexion. La source parle de l'effet boîte noire, où les décisions sont trop rapides pour être comprises. Oui, Avec l'IA, on voit encore plus loin. Les algorithmes deviennent non seulement plus rapides, mais ils apprennent et évoluent seuls, de manière opaque. La question pour demain, ce n'est donc plus seulement de réguler leur vitesse. mais Mais comment continue-t-on de faire confiance à des décisions financières qui pourraient devenir littéralement incompréhensibles, y compris pour celles et ceux qui les ont conçues ?